En 1954, en Suisse, pour la toute première fois, la Coupe du monde de football est retransmise à la télévision. Une compétition entrée dans la légende des Coupes du monde pour son festival offensif, édition la plus prolifique de l'histoire. Son organisation, ses équipes comme la Hongrie de Puskás, le Brésil, l'Autriche ou l'Uruguay, restent dans l'histoire aussi pour son vainqueur, l'Allemagne de l'Ouest, au terme d'un dénouement fantastique faisant de 1954 le fameux miracle de Berne. Quel est ce miracle? Quelles sont l'histoire, le parcours et les analyses de ce succès ouest-allemand d'il y a 70 ans? Nouvel épisode de votre série Grand Récit. Bonjour les amis, c'est Valentin, j'espère que vous portez bien. Bienvenue sur l'Arena pour le retour de Grand Récit, le premier épisode de l'année 2024 et j'avais annoncé il y a quelques mois qu'il porterait sur le miracle de Berne de 1954, 70 ans après, année d'Euro 2024 en Allemagne. C'était le moment opportun pour se pencher sur l'un des plus grands moments de l'histoire de la Coupe du monde de football et un des événements considérés comme fondateurs du football allemand. Avant qu'on commence, tout d'abord, merci pour tout. On est 30 000 sur l'Arena, c'est dingue, ça me donne beaucoup de motivation et c'est vraiment plaisant de voir le travail de la chaîne récompensé. Merci du fond du cœur à celles et ceux qui ont rejoint l'aventure, que ce soit récemment ou il y a longtemps. Merci pour votre soutien. J'espère que cet épisode vous plaira également. N'hésitez pas à liker, à commenter pour que je puisse vous connaître ou vous reconnaître. Et puis n'hésitez pas, si ce n'est pas fait, à rejoindre l'aventure en vous abonnant et en cliquant sur la petite cloche pour ne rien manquer. Installez-vous bien confortablement. On est parti. On va aborder plusieurs choses dans cette vidéo, mais commençons d'abord par un peu de contexte. 1954, on est 9 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, on est en pleine guerre froide entre les blocs communistes et occidentaux, dans la partie assez intense, un an après la fin de la guerre de Corée, un an après la mort de Staline, de l'insurrection est-allemande de 1953, etc. C'est la 5e Coupe du monde de l'histoire, c'est la première à se jouer en Europe après le conflit de 39-45, en l'occurrence en Suisse. Pour la première fois, 8 matchs sont retransmis à la télé, des joueurs ont un maillot numéroté en Coupe du monde et 16 équipes jouent la compétition. L'Uruguay, l'Italie, alors en 1954 les deux seuls vainqueurs d'un mondial, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, la Tchécoslovaquie, l'Angleterre, la France, la Hongrie, le Mexique, l'Écosse, la Corée du Sud, la Suisse, la Turquie, l'Allemagne de l'Ouest et la Yougoslavie. Les deux équipes attendues de la compétition sont bien sûr l'Italie, 2 fois vainqueur, l'Uruguay, 2 fois vainqueur aussi, tenant du titre après le Maracanazo de 1950, le Brésil, finaliste malheureux en 50, forcément qui est une très bonne équipe, mais aussi le grand favori de la compétition, la Hongrie. C'est le fameux 11 d'or hongrois, une équipe folle emmenée notamment par Ferenc Puskás, dont on a déjà parlé lors du Zoom sur le foot en Hongrie, petite fiche en haut à droite. La Hongrie joue un jeu total, un jeu ultra offensif. Avant de commencer la compétition, elle est invaincue depuis 1950, soit 31 matchs. Elle est championne olympique en titre, autrement dit, elle fait office d'ultra favori de la compétition. L'Allemagne de l'Ouest, elle est en retard par rapport à ses autres sélections. Elle n'a réintégré qu'en 1950 la FIFA suite à son exclusion. Elle n'est pas considérée comme une favorite, même si elle a de bons joueurs. Elle, qui n'a plus disputé un mondial depuis 1938 en France, ne s'avance pas avec des ambitions folles et démesurées. Mais on va voir que va gagner dans l'esprit allemand au fur et à mesure un désir de victoire. Le parcours allemand jusqu'en finale commence par la Turquie en poule et par une belle victoire 4-1 de la Mannschaft, lançant idéalement leur compétition. 3 jours après, du lourd arrive, du très lourd, la Hongrie. Dans un match à sens unique, les Magyars explosent l'Allemagne de l'Ouest 8-3, notamment grâce à un quadruplé de Kosic, futur meilleur buteur de la compétition avec 11 buts. Sepp Herberger, le sélectionneur allemand, avait ménagé certains de ses meilleurs joueurs pour les prochains matchs, connaissant la supériorité hongroise. Lors du dernier match de poule, l'Allemagne de l'Ouest retrouve la Turquie en match d'appui. L'Allemagne de l'Ouest s'impose encore plus largement que le premier match, score final 7-2. La RFA est en quart. Oui, vous voyez les résultats, c'est une période où le football est l'affaire de score fleuve. La Hongrie gagne ses 2 matchs de poule 9-0 et 8-3, 140 buts sont inscrits en 26 rencontres, soit une moyenne de 5,38 buts par match. Le quart de finale absolument dingue, Autriche-Suisse, finit sur le score de 7-5, 12 buts en match en Coupe du Monde, jamais on a fait mieux. Dans les autres poules, l'Italie passe à la trappe, l'Autriche et l'Uruguay sont qualifiés pour les quarts de finale, comme le Brésil, la Suisse, l'Angleterre et la Yougoslavie. Arrive le plateau d'écart.
pas de 8e puisque 16 équipes jouent la compétition. Et tandis que la Hongrie continue son festival en sortant le Brésil 4-2 encore et toujours grâce à son 11 d'or et son football merveilleux, l'Allemagne de l'Ouest monte en puissance et bat la Yougoslavie 2-0, notamment grâce à un but d'Helmut Rahn, figure majeure du tournoi ouest-allemand. La RFA est en demi. En demi-finale, l'Allemagne de l'Ouest défie l'Autriche, un match fortement imprégné de connotations historico-politiques 16 ans après l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par le Reich nazi. Les Allemands ne font pas dans le détail et s'imposent 6-1 dans un match facile. Les frères Ottmar et Fritz Walter, le capitaine de l'équipe et légende de Kaiserslautern, jouent un rôle essentiel dans ce match puisqu'ils inscrivent 4 des 6 buts de leur équipe. L'Allemagne de l'Ouest est en finale de la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. L'excitation gagne le pays, les gens qui suivent le match au stade, mais surtout à la radio, sont en transe. Il se passe quelque chose dans le pays, une effervescence grandit. L'Allemagne joue après la première demi-finale et elle sait qu'elle retrouvera donc pour le titre la Hongrie qui a battu le champion en titre uruguayen dans un match absolument dantesque, 4-2 après prolongation. Kostic encore lui inscrit un doublé décisif en fin de prolongation. La Hongrie retrouve l'Allemagne de l'Ouest en finale de la Coupe du Monde de football. Heureux hasard de voir Magyars et Allemands se retrouver en finale à Berne le 4 juillet 1954. Si voir l'Allemagne de l'Ouest atteindre ce stade est plutôt une surprise, comme je vous l'ai dit, le foot allemand est alors en totale reconstruction, la Hongrie, elle, est comme attendue à sa place. Le grand favori numéro 1 de la Coupe du Monde 1954 est dans une excellente forme, toujours invaincue depuis 1950 et surtout, elle a déjà battu son futur adversaire en finale lors de la phase de poule sur le large score de 8-3. Bref, ils sont peu à voir l'Allemagne être capable de rivaliser et le début de match va totalement dans ce sens puisqu'au bout de 8 minutes de jeu seulement, Puskás et Csibor permettent aux Hongrois de mener 2-0. Certains doivent se dire qu'on peut déjà graver Hongrie sur le trophée, pourtant tout va changer rapidement dans une partie où la pluie est incessante. La RFA revient à la 10e minute à 2-1 et égalise à la 18e grâce à Rahn. Après 20 minutes de jeu, 4 buts et déjà 2 partout, la finale part tambour battant. La pluie favorise la RFA, notamment parce que le capitaine Fritz Walter, atteint de la maladie de la malaria il y a plusieurs années, préférait jouer sous temps de pluie et surtout parce qu'Adidas, l'équipementier allemand et dont le fondateur était membre du staff, a créé des chaussures crampons vissées ajustables à l'humidité, permettant aux joueurs allemands d'être beaucoup plus mobiles et en appui sur le terrain que leurs homologues hongrois. Factuellement, c'est un vrai avantage. Par rapport au match de poule, l'Allemagne tient beaucoup plus tête à la Hongrie, d'autant plus que l'équipe type est alignée. Si la Hongrie domine les débats en termes de situation, le portier allemand Toni Turek réalise un match grandiose et repousse les assauts adverses. Le temps passe, l'heure de jeu passe et le score est toujours de 2-2. À la 84e, alors que la Hongrie poussait, Rahn décroche une frappe ras du sol pied gauche qui fait mouche. Un frisson traverse le stade de Berne, les ondes radio et télévisuelles. L'Allemagne de l'Ouest prend l'avantage et à la surprise générale contre l'ogre hongrois à quelques minutes de la fin. Malgré une frayeur ultime à la 86e qui privera la Hongrie de l'égalisation pour un hors-jeu, l'Allemagne de l'Ouest tient le score et l'emporte 3-2. Le temps s'arrête à Berne, le miracle a eu lieu. La RFA est championne du monde. Das Wunder von Bern, le miracle de Berne. Voilà comment la société allemande, les médias, les joueurs, bref tout le monde vont qualifier cet exploit retentissant. Le miracle d'avoir battu la meilleure équipe du monde qui les avait explosés 8-3 en poule. Le miracle d'avoir obtenu la pluie. Le miracle d'avoir renversé le score. Le miracle de revenir sur la scène internationale pour de bonnes raisons après avoir traversé de sombres décennies. Le succès de 1954 est la toute première étoile allemande, le premier titre d'une sélection qui n'avait alors jamais rien gagné, y compris lorsqu'elle était unie. Elle porte le sceau de son entraîneur qui a forgé un esprit de camaraderie, de complicité, d'amitié entre ses joueurs, lui qui a créé un cadre très fermé durant la compétition dans le camp de base pour forger les liens entre son groupe. Elle porte le sceau de Fritz Walter, exceptionnel sur la compétition, du gardien Turek et bien sûr de Rahn, double buteur en finale, impliqué sur les 3 buts de son équipe. C'est une étape fondamentale dans l'histoire du foot allemand et mondial. Elle lance l'Allemagne dans sa formidable histoire footballistique en Coupe du Monde et va accélérer la professionnalisation du football dans ce pays. C'est quelque chose aussi à relier au contexte politique. C'est un succès pour le bloc occidental, on est en pleine guerre froide. L'Allemagne de l'Ouest triomphe, c'est bien évidemment revendiqué au moment
aussi, où se construit une nouvelle Europe économique avec l'ACK en 1951, puis la CEE en 1957. Ce sacre, c'est aussi la réinsertion allemande après le nazisme. C'est socialement un moment qui a fait énormément de bien au peuple allemand. C'est comme ça que ça a été ressenti et que ça a été raconté dans l'imaginaire collectif, notamment par Jürgen Klinsmann, l'ancien joueur, qui disait que c'était le plus grand événement après la Seconde Guerre mondiale pour l'image du pays. Des centaines de milliers de personnes viennent saluer les champions du monde à leur retour au pays. Alors aujourd'hui, bien sûr que c'est banal, mais remettons dans le contexte. Là, on est dans les années 50. Je vous invite à visionner 2 films. D'abord le documentaire britannique sur le miracle de Berne, qui nous tient en haleine sur cette histoire assez folle, et le film allemand Das Wunder von Bern 2003, qui retrace toute cette combinaison entre football, histoire et politique en Allemagne, comment le football a remis sur le devant de la scène un pays morose, déchiré, divisé, en perte d'identité. Comment le football a redonné espoir. Après cette période, comme par enchantement, va suivre le miracle économique allemand dans les années 60 et son football qui va devenir l'un des meilleurs du monde. L'Allemagne terrasse plein d'équipes et gagne bien sûr l'Euro et puis encore des Coupes du Monde. Tous les grands joueurs de l'histoire du foot allemand et du sport allemand qui ont connu ou qui ont été éduqués avec ce sacre de 1954 ont gardé en tête cet an zéro du foot allemand. Alors oui, c'est une page magnifique pour le foot allemand, mais aussi une page critiquée, une page qui a pu être magnifiée, édulcorée et qui fait face aux dures accusations de dopage révélées après une étude en 2010. Le Comité national olympique allemand affirme que les joueurs ouest-allemands ont reçu des injections de méthamphétamine, produit aujourd'hui considéré comme dopant. Ça vient forcément ternir l'ampleur de ce qui était présenté comme un miracle footballistique, comme un exploit. C'est ainsi un événement qui est resté très célèbre et célébré en Allemagne et en même temps marqué par ce dopage qui a beaucoup touché le sport allemand de l'Ouest comme de l'Est. Puskás, qui avait tout de suite accusé les Allemands de dopage, n'en démordra jamais et on retient de lui notamment cette formule connue. En 6 ans, on a perdu un match, le plus important de tous. La Hongrie est une nation qu'on a considérée, au même titre que les Pays-Bas par exemple, comme équipe qui aurait mérité de gagner la Coupe du Monde pour le jeu produit et le statut qui était le leur. Les Hongrois gardent en tête ce souvenir amer de 1954, ce souvenir de victoires volées, dérobées, notamment parce qu'il amorce également une sombre période pour le foot hongrois, une période de disette et de traversée du désert. 70 ans après, en 2024, les descendants du 11 d'or, les descendants hongrois de cette équipe ont l'occasion de se venger. Dans pile 4 mois, l'Allemagne jouera sur son sol la Hongrie pour son 2e match de poule à l'Euro 2024. Et si les Magyars renversaient l'histoire? Voilà les amis, c'est la fin de ce grand récit. J'ai pris un plaisir absolu à vous faire cet épisode. Un épisode génial de notre sport parce que c'est l'histoire, c'est le foot des nations, c'est la Coupe du Monde. C'est les grandes équipes et c'est toute cette folle dimension du football qui s'insère dans une réalité politique, sociale et historique. Et puis on voit en fait avec cet épisode, avec cet exemple, toutes les conséquences du football. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour le soutien, c'est des clics gratuits. N'hésitez pas non plus à partager votre avis en commentaire, vos connaissances, je suis sûr que vous avez pour certains beaucoup de choses à dire, raconter et partager. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine en vacances ou au travail, le meilleur pour vous. Prenez soin de vous et surtout, profitez des vôtres. Ciao.